J'ai une petite expérience antérieure dans le domaine du BIM, à travers notamment mon passage chez Autodesk et le travail à l'étranger, où j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans d'autres pays où le BIM a démarré un petit peu avant la France. Alors, le projet en question, c'est un projet qui se situe donc aux environs de Paris, hein, à Issy-les-Moulineaux, et c'est un projet de bureau, hein, tout ce qui est de classique. La particularité, c'est qu'on est quand même à moitié au-dessus d'une voie de chemin de fer, de plusieurs voies de chemin de fer. Donc, c'est un projet de 15 000 m² à peu près. Et donc, voilà, c'est un projet neuf, hein, c'est un projet neuf, mais sur une plateforme existante. Alors beaucoup d'acteurs, comme c'est souvent le cas dans ce type de projet, et ça c'est une composante forte dans le management du BIM, c'est de faire en sorte d'amener petit à petit les acteurs à faire les choses. Et je pense que ça, c'est dans la démarche d'implémentation, c'est extrêmement important. Alors l'image qui va suivre est une image que j'aime bien, mais c'est juste pour dire qu'en fait le BIM management, c'est embarquer les gens dans une direction où il est important qu'à chaque instant on se pose véritablement de savoir quels sont nos objectifs. Hein, et ça c'est vraiment un point très très fondamental dans la pratique du BIM. C'est important d'avoir un écosystème et de savoir qu'il y a des gens qui s'occupent de notre environnement. C'est le cas de Plan BIM. Mais à un moment donné, dans chaque projet, eh bien, vous devez définir exactement quel est le périmètre que vous allez couvrir avec cette mission-là. On ne fait pas tout à chaque fois. Notamment, ici, un point sur la notion de contributeur direct et de contributeur indirect. Ça paraît tout bête, mais en fait... on ne peut pas mettre tout le monde au même niveau de travail autour de la maquette numérique. Et c'est important de bien identifier ceux qui vont travailler véritablement dans un processus collaborant, hein, et d'autres qui vont avoir besoin de cette information, mais dans un processus monodirectionnel. C'est-à-dire, faites donc un modèle d'information, je vais l'exploiter. Le meilleur exemple dans ce contexte-là, c'était Green Affaires, qui avait pas véritablement besoin d'interagir avec la conception, mais qui avait besoin de la conception pour pouvoir faire son évaluation. Et ça, c'est aussi un point important dans la définition du BIM autour d'un projet. Alors, juste un petit rappel sur le protocole dont on a hérité, hein, parce qu'en fait, le projet, pour tout vous dire, n'avait pas été lancé en BIM. Ça aussi, c'est un point important. Hein, et ça aussi, ça fait partie des travaux qui doivent être faits au niveau du plan. C'est qu'en effet, il faut avoir une demande en BIM. Et justement, avec un périmètre bien fermé, pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Il n'y a rien de pire que la personne qui s'aperçoit 3 mois avant le DOE qu'il aurait voulu un projet en BIM, quoi. C'est juste un peu trop tard quand même. Donc voilà, passé de ce protocole initial qui avait été engagé, hein, on était en cours de phase APS, et bien en fait on a essayé de mettre en place un BIM management. Alors je m'excuse, un croquis n'existait pas à l'époque, donc c'est pour ça. Donc, parce que justement, ça fait longtemps que je fais du BIM. Et en fait, faire émerger le BIM management, et le message, il est quand même aussi porté par justement l'avènement de ce type de plateforme, c'est qu'on fait du BIM autour d'une plateforme. L'idée de faire collaborer les gens, c'est bien de les faire collaborer dans un environnement qui leur suggère d'échanger les choses. Alors, je dis suggérer parce qu'il y a des débats autour de justement cette notion de plateforme collaborante, et je ne vais pas faire de la théorie sur le BIM, mais on est encore aujourd'hui dans un environnement où chacun travaille dans son environnement et a besoin d'une plateforme pour essayer d'agréger les informations et de faire en sorte qu'elles communiquent entre elles. On n'est pas encore dans la maquette unique où tout le monde travaille en chœur, etc. Alors, quelle démarche on a adoptée pour faire ça ? Bien, en fait, on a adopté une démarche qui va être suggérée d'ailleurs par le document qui va suivre. D'abord, fixer les objectifs. Ça, c'est vraiment le point important. C'est ce dont j'ai parlé au départ. Et ces objectifs BIM, donc, sont des objectifs qui émanent de la maîtrise d'ouvrage. C'est elle qui fixe le cap. Hein. Et à un moment donné, il faut trouver le juste équilibre entre avoir le projet qu'elle souhaite, parce qu'en fait, finalement, c'est quand même un projet de bâtiment qu'elle veut faire. Et puis l'attachement à expérimenter à chaque projet, d'innover à chaque projet pour coller au mieux aux impératifs du marché. Et donc, ces objectifs BIM vont se décliner en ce qu'on appelle cas d'usage BIM ou usage BIM, peu importe. S'entend dire que là, on va commencer à voir comment les acteurs vont interagir entre eux pour pouvoir justement proposer ce modèle d'information, qui va donc évoluer au sein de cette plateforme.
et qui adresse une capacité qui est importante, c'est la notion d'évaluation des modèles. On en a parlé au moment de croquis, c'est fondamental, parce que l'idée, c'est bien que la maquette serve à quelque chose. Alors bien évidemment, chacun des acteurs va trouver un intérêt à développer son numérique pour lui. Et c'est d'ailleurs la première chose à faire, hein, c'est de le faire pour soi. Mais à un moment donné, ce pour soi doit être dans une partie partagée avec les autres. Et je dis bien une partie. C'est cette partie-là qu'on va essayer d'évaluer. Qu'est-ce qui est utile aux autres sur mon modèle d'information pour pouvoir travailler ensemble. Et le travail du BIM management, au regard de la commande du maître d'ouvrage, eh bien, c'est de consolider quelque chose. C'est de produire quelque chose à la fin. Parce que se faire plaisir pendant la conception ou même pendant la construction, c'est bien, c'est une bonne chose déjà. C'est bien de faire des projets avec le plaisir. Mais à un moment donné, il faut obtenir quoi? C'est pour obtenir quoi? On peut ne rien obtenir d'une maquette numérique, rassurez-vous, ça arrive encore. Et justement, ça arrive quand on ne sait pas pourquoi on le fait. Et alors, vous entendrez parler de gestion, exploitation, maintenance, de maquette DOE, etc., etc. Disons les choses. Est-ce qu'on veut une maquette pour déposer un permis? Est-ce qu'on veut une maquette pour consulter les entreprises? Est-ce qu'on veut une maquette pour exploiter le bâtiment derrière? Ou est-ce qu'on veut une maquette pour avoir un bâtiment mieux conçu? Mais en fait, je ne veux rien d'autre que des livrables mieux coordonnés, etc. Pourquoi pas? Définissons les choses. Pour ce faire, il est important de bien s'organiser autour d'un corpus documentaire. Et là, vous avez un schéma que vous verrez apparaître dans le guide pour une convention BIM V2, où on montre bien comment le client est porteur d'une vision du BIM, qui est la sienne. Ce client, il a un projet qui est porteur d'un cahier des charges pour ce projet, qui est porteur donc d'une volonté dédiée à ce projet. Et bien tout ça, alors ça se décline auprès de la conception à travers une convention BIM, auprès des entreprises autour d'une convention BIM et d'un plan de mise en œuvre BIM du projet. Et tout ça, ça confère ce que l'on appelle le plan d'exécution BIM. Alors vous allez voir réapparaître ce terme-là, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, il y a une norme qui est quand même une norme très importante dans le domaine du BIM qui est sortie en fin d'année, qui est la norme 19650-1 et -2. Et cette norme-là introduit, c'est pas de notre fait, hein, parce qu'on a beaucoup discuté sur ce sujet-là, comment appeler cette notion-là. En anglais, ça s'appelle BIM Execution Plan. Donc les gens qui ont écrit cette norme, ils sont allés voir dans le dictionnaire et ils ont dit plan d'exécution du BIM. C'est pas si simple, parce que exécution a un sens local qui n'est pas celui de execution en anglais. Et donc, voilà, il y a eu beaucoup de discussions. En France, nous n'avions pas adopté ce terme-là. Nous avions adopté convention BIM pour respecter la norme 1950 qui s'impose à tous. Hein, on est désolé. On a tergiversé, enfin, on a construit ce mécanisme qui dit que le plan d'exécution du BIM, ce n'est pas un terme que vous utiliserez, hein, mais il est constitué de conventions, de plans de mise en œuvre, etc., etc. Donc vous aurez à travailler avec des conventions, l'ensemble constituant le plan. Ces conventions vont parler d'une chose qui est très importante, et ça aussi c'est un travail qu'on a bien développé aussi, et qui est porté aussi d'ailleurs par la convention BIM type. C'est vraiment les fondamentaux d'une convention, c'est quels sont les usages que l'on veut faire avec cette maquette. Et donc du coup, dans ce guide, on a caractérisé ce qu'est un usage BIM, en essayant de faire en sorte qu'on ne soit pas dans un mode je vais faire des cas d'usage comme ça, j'en ai 70 dans ma convention, donc je suis le meilleur. Non, ça n'a aucun intérêt. Hein, les usages BIM sont des protocoles, hein, qui font que les acteurs produisent quelque chose avec des données d'entrée et des données échangées. Et ça, c'est très intéressant. Ensuite, il y a un sommaire. Alors, dans le guide, il y a les deux. Hein. Il y a le nôtre, et puis on fait référence aussi à la convention BIM type, qui ne sont pas éloignés du tout d'ailleurs. Hein. C'est très, très similaire. Mais c'est pour dire que, voilà, à un moment donné, et ça va dans le sens d'une documentation juridique, où l'assurance et le juridique peuvent se retrouver. Ça, c'est un chapitre aussi très important dans le plan BIM 2022. C'est qu'il n'y a pas de secret. Hein. On n'a pas encore beaucoup de jurisprudence sur le sujet, mais demain, si on va chercher des responsabilités dans la maquette numérique, là, il y aura débat. Et du coup, la documentation qui a porté l'élaboration de cette convention sera mise en cause, en disant « mais vous n'aviez rien précisé dans votre convention, donc c'est normal qu'on ait fait n'importe quoi ». Enfin, on va essayer de ne pas le faire, justement. Qu'est-ce qui est important, du coup, dans les conventions BIM d'aujourd'hui, j'allais dire, hein, peu importe que ce soit dans le guide ou pas dans le guide, les conventions BIM d'aujourd'hui doivent respecter
donc la nouvelle norme ISO 1950, puisque ça vient de sortir. On a aussi des travaux du CEN, donc les organismes de normalisation sur ce qu'on appelle les Level of Information Needed. Alors là, c'est un nom un peu violent pour dire quoi? Pour dire que, justement, quand on échange des informations entre deux acteurs d'un projet, on n'est pas dans un mode où, tiens, voilà ma maquette, débrouille-toi. D'accord? On échange l'information dont les autres acteurs ont besoin. Ça paraît comme ça naturel, mais en fait, on s'aperçoit que les outils ne sont pas très doués pour faire ça. On sait bien donner un fichier, on ne sait pas donner une partie du fichier ou une partie des informations pour que ça suffise à l'économiste, ça suffise à l'ingénieur fluide, etc., etc. Donc ce travail-là a été fait et on s'est inspiré de ces travaux pour alimenter le guide. Ça fait partie de ce qu'on appelle le niveau de définition de la maquette, qui est aussi un tableau fourni avec le guide V2, avec la convention BIM-type. Un autre point qui est plus lié à Building Smart, qui est donc l'éditeur de ce nouveau guide, c'est le rapprochement avec Mind. Alors ça c'est intéressant, mais sur un point qui est nouveau. C'est qu'en fait on s'est aperçu, et c'est dans l'état de l'art aussi, c'est que le BIM, bien sûr, est probablement, c'est dans le bâtiment qu'est né le BIM, mais en fait on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la maquette numérique adresse toutes les échelles de l'aménagement du territoire. Et donc, on est dans la mouvance, dans la perspective de faire en sorte de mettre au point des modèles d'information qui sont capables d'interagir avec la ville, que la ville est capable d'interagir avec les infrastructures linéaires, etc. etc. Et c'est cette dimension-là aussi qu'on a été chercher vers Mind, qui est donc un projet national qui adresse justement la modélisation des infrastructures numériques. Mind, en gros, c'est ça. Le D étant durable à la fin. La prise en compte du kit de convention BIM-type, donc émise par le PTNB, parce que c'est un travail qui va s'imposer à nous, tout simplement. C'est un élément de travail et il faut en tenir compte. Et il y a beaucoup d'informations et qui doit évoluer, justement, notamment à travers les usages BIM. Donc c'est un élément moteur dans l'adoption de ce kit que je vous invite à télécharger le plus rapidement possible pour justement construire vos conventions. Et puis, c'est un retour aux fondamentaux aussi parce que il s'avère que, justement, à travers l'évolution du modèle d'information vers les infrastructures, le modèle conceptuel que vous connaissez, ça a été cité, les IFC, a besoin aussi de s'adapter aux nouvelles dimensions du territoire. Un modèle IFC d'un pont, rassurez-vous, ça n'existe pas bien. On utilisera des objets de type bâtiment pour faire un pont. Je ne vous parle pas d'une route. Le modèle IFC d'une route, il n'y a pas beaucoup de classes d'objets dans les IFC qui traitent de la route aujourd'hui. Pour tout vous dire, les IFC 4.1, celles qui viennent de sortir, pas tout à fait certifiées encore, eh bien, elles commencent à introduire le géoréférencement, la géolocalisation linéaire. Parce qu'avant, ça n'existait même pas. On était forcément dans du bâtiment qui est posé quelque part. Eh bien voilà, ça, ce sont des évolutions, il faut faire évoluer les choses, et on travaille là-dessus. Et le guide de convention introduit ces différentes notions. Le modèle View Definition, alors ça aussi, c'est la normalisation des usages BIM d'une certaine façon. C'est comment une partie du modèle sert à l'exécution d'un processus BIM. D'accord ? Donc ça, il faut en tenir compte. Alors, revenons à notre projet. Ça, c'est le vrai tableau qui a servi à notre projet. Et donc, voilà ce que le maître d'ouvrage avait exprimé comme besoin, avec lequel on avait discuté. Et bien, dans le tableau, vous avez juste à côté la retranscription de ces objectifs BIM en usage BIM. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut identifier ces usages BIM et dire qui fait quoi. Et donc, le qui fait quoi, c'est chaque acteur. Vous vous souvenez des acteurs de tout à l'heure ? En fait, chaque acteur va être mis à contribution avec des choses qui sont un petit peu particulières. Par exemple, on verra ici que le modèle analytique pour la structure était porté que par un seul acteur. Ça, c'est très intéressant parce que, pour l'anecdote, je vais vous raconter qu'en fait, à un moment donné, lors de la livraison de je ne sais plus quelle phase, la PD ou je ne sais plus quoi, ce bureau d'études avait émis une remarque en disant que le modèle architecte, il n'était pas bien fait. Donc, il n'arrivait pas à faire ses descentes de charge. Vous savez quoi ? On s'est mis dans une salle avec ce bureau d'études, l'architecte, le maître d'ouvrage et moi-même, et on a été voir dans la convention. Et qu'est-ce qu'on a vu dans la convention ? Qu'il était le seul acteur de ce modèle analytique. Donc, il n'avait pas de grief à faire à l'architecte, il s'était engagé dans cette démarche-là seul. Si
il y avait plusieurs acteurs, comme c'est le cas pour d'autres. Hein. On a ici coordination 3D, planification 4D, etc. Quand il y a plusieurs acteurs, ben, ma foi, du coup, on peut interagir et faire en sorte d'arbitrer des échanges de données entre les différents acteurs. Ça, c'est très intéressant. Bien sûr, il y a le principe de la plateforme, mais notez bien ici que j'associe cette plateforme à un processus. Hein. C'est très important de déposer des documents sur une plateforme parce qu'on a l'intention d'engager un workflow, un processus de travail avec les autres. Si c'est juste pour déposer de la documentation, ce n'est pas une plateforme BIM au sens propre du terme, c'est juste on dépose des documents pour l'histoire, pour l'archivage. Ça, c'est très intéressant de faire le lien entre plateforme et processus. Ensuite, un gros travail sur les niveaux de développement. Alors vous connaissez tous toute la documentation hein, qui fleurit autour de faire les niveaux 1, les niveaux 2 jusqu'au niveau 6. Ça, c'était le cahier technique de 2014. Ensuite, il y a eu le guide de la maîtrise d'ouvrage qui apporte... Comment ? De la MIC, voilà, la MIC UCP, qui était un travail très très intéressant, mais littéraire, sur qu'est-ce que c'est qu'une maquette numérique dans les différentes phases de la loi MOP. Les illustrations que vous avez là, elles viennent du guide BIM Forum, qui donc a une nouvelle version depuis 2018. Hein, et donc, c'est celui qui fait référence. Mais la difficulté n'est pas de se mettre d'accord sur on va dessiner les tuyaux ronds ou carrés. La difficulté, c'est que pendant qu'il y en a certains qui vont avoir besoin de mettre les suspentes pour les gaines, d'autres ne vont pas avoir besoin de mettre les platines pour les structures, etc. Et il faut combiner tout ça. Eh bien, en fait, dans l'exercice d'un BIM management, on doit, pour chacun des acteurs, faire le travail de vous allez modéliser quoi. D'accord ? Et pire, il va falloir travailler sur vous allez modéliser quoi et quand. Et imposer un certain rythme. Par exemple, il est intéressant que pour gérer les gaines techniques, on ait un certain nombre d'informations qui gravitent autour de ces gaines techniques, notamment la structure et l'archi, pour faire en sorte... et l'emprise de ces bureaux fluides. Sauf qu'en général, il y a toujours un décalage dans les études. Et donc, du coup, à un moment donné, il faut trouver des astuces pour que le bureau des fluides impose son emprise, alors même qu'il n'a pas dimensionné ses gaines. Donc, c'est ce travail-là qu'on a fait avec la structuration des modèles. Ensuite, on s'est mis d'accord sur comment on se contrôle les uns les autres. Ça, c'est très important, bien évidemment, mais ça a été évoqué aussi. Et ça, c'était à l'époque... pas facile à faire parce qu'il fallait faire avec ses petits doigts musclés. Grâce à des plateformes qui intègrent des audits des modèles, ça paraît plus facile. Et puis le travail qui n'est pas anodin, qui est la consolidation. C'est qu'est-ce que j'obtiens à la fin. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens à la fin, c'est en fait à la fois la reprise de tous ces tableaux entre eux. Hein. J'ai souvent l'image que je donne, c'est de dire que la consolidation d'une maquette numérique, c'est assez proche finalement d'une consolidation comptable d'une société multifiliale. Et en effet, l'idée de cela, c'est de dire qu'il faut un plan comptable. Il faut savoir comment structurer la donnée de façon commune à l'ensemble des acteurs pour pouvoir consolider la maquette. C'est ce qui est proposé ici, c'est de travailler sur une organisation structurée de la donnée pour faire en sorte qu'un poteau architecte soit rond parce que c'est l'architecte qui a décidé qu'il était rond, soit ici parce que c'est l'architecte qui a décidé que c'était ici, mais dont la dimension et la nuance d'acier ou le type de béton soit bien une information issue du modèle structure. C'est ça le principe de la consolidation. Ce n'est pas un exercice facile et ce n'est certainement pas ce que l'on voit facilement, une agrégation des modèles entre eux et rouler jeunesse, hop, on met tout le monde en même temps et on est sûr que ça marche bien. Hein, ce n'est pas du tout ça. Pour asseoir toute cette documentation, ce travail, eh bien, en fait, on a développé dans le guide V2 des cas d'usage métier. On a hissé un petit peu la notion de protocole d'usage mais quels sont véritablement nos métiers qui gravitent autour de la maquette numérique, en essayant même de les lier entre eux pour faire en sorte d'avoir un cheminement dans l'information. Quelle est la continuité numérique que l'on va avoir depuis le programme qui est porté par la plateforme, pourquoi pas, jusqu'à la maquette numérique des ouvrages exécutés, qui, elle, va exposer le projet tel qu'il est construit, avec la documentation qui a servi à le construire, et qui va pourtant être édulcoré pour devenir la maquette d'exploitation de maintenance. Voilà, c'est fini. Ben, ça tombe bien parce que c'est la dernière slide. Et donc, juste pour vous dire que le guide V2, c'est le guide V1, mais en plus solide, parce que justement, on a acquis de l'expérience déjà, puisque il y avait quelques temps. Et puis, en remerciant bien sûr les gens qui ont travaillé dessus. Si vous avez des questions, je suis à vous.
Alors, est-ce qu'il y a des questions à la fois à Jean-Paul et à Benoît Senior? Oui. Si vous voulez bien vous présenter. Bonjour, Laurent Fillot, je suis référent BIM à Nantes Métropole. Est-ce que tous les documents que vous venez nous présenter sont dans le guide V2? Ok, merci. On peut les obtenir en ligne gratuitement, c'est ça? Sur le site de qui? De Building Smart France, d'accord. En ce qui concerne les supports de PowerPoint, avec l'accord des intervenants, Novabuild les diffusera de tous les supports des 2 jours qui viennent en fonction de l'accord que nous donneront les différents intervenants, on va dire début de semaine prochaine au plus tard. Une autre question? Oui. Bonjour, Rami Chetoui, BIM Manager Cube Architecture. J'ai une question par rapport à l'Uniformat 2. Oui. Du coup, est-ce que vous avez eu un retour de la part des économistes? Donc, on essaie de standardiser au maximum, sauf que parfois, les économistes, ils ont leur référentiel OnTech et tout, au PQPTech. Et parfois, ça ne correspond pas forcément à ce qui est prescrit. Éminemment pertinente et on est vraiment au cœur du sujet. Nous, on est sous forme, on est un guide. Donc, on est là pour dire, il faut structurer la donnée. On a un certain nombre d'exemples autour des Uniformat 2. On a aussi des exemples autour de la structuration de données de type Intech. Enfin, voilà, on peut donner. L'idée, c'est de dire, et c'est très intéressant de le poser dans cette forme-là, c'est qu'on a besoin d'une structuration de la donnée de type Uniformat, par exemple, pour aller construire le projet ou pour le concevoir. On va avoir besoin d'une structuration de la donnée qui va être différente pour le construire et une autre qui va falloir retransformer pour aller vers un tech. Enfin, voilà. Et donc là, je vais laisser la parole à Benoît pour les travaux qu'un tech veut faire dans ce domaine-là. Mais on est au cœur du sujet. Le principal, et ce qu'on recommande nous, c'est qu'il faut structurer la donnée. Il faut en choisir une. C'est au jour d'aujourd'hui, ça fait donc 6 ans que je suis revenu en France. Depuis que je suis arrivé en France, je n'arrête pas de répéter. La France est le seul pays au monde qui n'a pas de système de classification des composants. D'accord? C'est quand même du composant de tout, de rien. C'est-à-dire que c'est pas classé non plus. Ah ben, dans l'industrie, c'est autre chose. Et ils ont un système de classification. Mais dans le système de bâtiment et même des infrastructures, il n'y a pas de système global. C'est-à-dire que, en fait, vous prenez un CCTP, l'article 3.2.1 du projet Intel, c'est pas le même que le 3.2.1 d'un autre projet. Et on est incapable d'accumuler de l'expérience et donc de décrire la maquette numérique tout simplement. Donc voilà. Bon, alors peut-être on peut citer à la fois, je vais laisser la parole à Benoît pour ça, pour les travaux que va faire Plan, mais nous, en face de ça, Building Smart se fait sortir à quelques jours une étude, un rapport suffisamment complet sur tous les systèmes de classification et justement les champs d'application de ces systèmes d'application et quelques recommandations qu'on adressera aux gens qui sont bien intentionnés dans l'avenir de la France en BIM sur quel est le système de classification qu'il faut adopter en France. C'est peut-être pas un modèle à la mode Uniformat ou Omniclass, peut-être pas, ou Uniclass d'ailleurs, les Anglais qui en ont sorti, c'est peut-être autre chose encore. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut enfin qu'on trouve quelque chose. Juste avant de donner la parole à Benoît, quand on t'entend, juste à la fin de l'intervention, pour les gens qui ne sont pas encore complètement BIM transformés, là on a eu 2 questions de BIM Manager, mais j'ai cru voir au regard que tout le monde n'est pas dans On peut avoir des gens qui ressortent de la salle en se disant mais c'est tellement complexe que en fait ça ne viendra jamais sur le marché, on n'y arrivera jamais. Comment vous répondez l'un ou l'autre, toi avec ton retour d'expérience, parce que chez Aegis il y a eu un moment où il n'y avait pas et puis après il y a, et comment vous avez réussi à y aller vous? Et au niveau national, comment par rapport à cette idée de les bras m'en tombent, quoi. J'ai vu à quelques regards là dans la salle dire mais c'est pas possible. Comment ceux qui vont repartir en disant de toute façon donc ça n'arrivera pas parce que c'est trop compliqué. Comment est-ce que vous avez quel message vous leur donnez? Sur la classification Intech, je crains que je ne vais pas pouvoir vous aider parce qu'alors là, c'est très compliqué. Mais je sais qu'effectivement, ils ont fait une classification Intech qu'elle ne répond pas à tout.
qui travaille toujours dessus et qui la complète encore, mais c'est une des premières réponses à la classification. Enfin, ils essayent de faire une première réponse à la classification française là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, il faudra poser la question à l'Intec et aux experts de l'Intec. Sur les brames en tombe, ce qui est important, c'est qu'en France, on a quand même la chance d'avoir un certain nombre d'experts issus de beaucoup de professions qui sont regroupées à la fois dans Building Smart, ils sont dans ADN, ils sont aussi parfois seuls. Dans le monde, on peut dire, du BIM, c'est très petit pour l'instant en France et on se croise souvent. On se croise souvent avec Jean-Paul notamment. Vraiment, le but de BIM 2022, c'est de faire discuter sur des points extrêmement pointus comme celui qui a été abordé, et avec toujours cette envie d'aller au fond de ce sujet pointu-là et de le rendre digeste pour tout le monde. Et ça a été un peu le travail d'articulation, on en parlait en aparté tout à l'heure, entre le guide V1 et les conventions type PTNB. À un moment, on ne peut pas demander à un plombier, par exemple, d'intégrer ligne par ligne l'Uniclass, par exemple. Par contre, on peut dire qu'on fournira des outils pour que ce professionnel-là soit en mesure d'interagir et d'utiliser l'Uniclass. Aujourd'hui, les BIM managers, dans mon ancienne carrière, j'ai pu être, c'est quelque chose qui est très, très... Il y a peu de... c'est très compliqué. C'est pas très compliqué, mais voilà, c'est très dense. C'est très dense. Et travailler justement à une meilleure ergonomie, une meilleure vulgarisation de tout ça, ça permet de faire rencontrer des experts comme Jean-Paul avec des professionnels qui essayent de comprendre en fait ce que raconte Jean-Paul. Jean-Paul, il essaye de faire comprendre aux professionnels pourquoi c'est important pour lui. Ça a été oui. Oui, pour eux. Oui. Et c'est ces discussions-là qu'on a dans les groupes de travail. En complément, chez Egis, pourquoi vous êtes passé au BIM ? Quel est l'intérêt que vous y avez ? Non, mais on va essayer de répondre quand même un tout petit peu aux personnes c'est comme c'était un peu là. Et qu'est-ce que vous y avez gagné ? Est-ce qu'on peut dire en productivité, vous allez plus loin et vous commencez à avoir des retombées financières ? Est-ce que c'est simplement une meilleure qualité ? C'est une différenciation par rapport aux autres concurrents ? La notion de pourquoi est vraiment très ambiguë. C'est certainement pas à cause des outils qui étaient présents à nous au moment où on a fait le choix. Ça, c'est sûr. D'accord, parce que justement, il y avait un gros décalage encore entre nos besoins en ingénierie numérique et le panel de technologies et de solutions qui existaient autour. Donc ça, c'est certainement pas à cause de ça. Par contre, et ça, c'est quand même, il faut avoir cette vision-là, c'est que la continuité numérique qu'il va y avoir à toutes les échelles, hein, je parle bien de l'artisan plombier que tu as cité, jusqu'à le maire d'une petite ville, le président d'une agglomération, d'une grande agglomération ou d'une métropole, eh bien, en fait, cette continuité numérique, elle est en marche. Et qu'on le veuille ou non, elle est en marche. Donc, ce n'est pas le BIM en soi qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir cette continuité numérique et ce modèle d'information qui doit trouver son chemin à travers toutes ces échelles. Et il y a un bon moyen pour y arriver. C'est le BIM. Mais on parle de BIM pour quelque chose. On fait du BIM pour le bâtiment, on fait du BIM pour la ville, etc. etc. Et à travers ce BIM, c'est justement ces différents cas d'usage qu'il faut voir. Je reviens toujours à cette notion de cas d'usage. Aujourd'hui, on va avoir des objectifs BIM qui sont du type Ready to Service. Si vous avez entendu parler de ce label-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on ne vous demande même plus la maquette numérique. On vous demande en fait un bâtiment qui est numérique. Eh bien, il n'y a pas de secret. Pour avoir un bâtiment numérique, il faut quand même avoir quelque chose qui est son double et qui lui permet de gérer cette chose-là. Vous voyez ? Et donc, c'est ça qu'on adresse aujourd'hui. Donc, la question, c'est plus pourquoi ? Le pourquoi, la réponse au pourquoi, elle est là. C'est que c'est en marche.
et il fallait être prêt. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait depuis 2010, mais même un petit peu avant chez Egis. Okay, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine. Et donc ça, il ne faut pas nier cette chose-là. C'est que justement, c'est une décision qui s'impose de façon beaucoup plus exacerbée quand on est un bureau d'études d'ingénierie comme Egis, pourquoi pas. Mais j'allais presque dire, c'était aussi plus naturel, c'est plus dans ses gènes. Hein, parce que justement, quelle est la relation entre la prise connectée qu'un artisan électricien pose et la maquette numérique qu'il est en train de constituer, le bâtiment numérique qu'il est en train de constituer. C'est ça la vraie question en fait. Hein. Et donc voilà, c'est un petit peu ça. Et puis il se pose alors là aussi un gros sujet, qui est d'ailleurs aussi un des éléments de réponse, l'élément de la portée de Croquis et consorts, c'est comment donner accès à cette information. Des zones blanches en France, je suis désolé, il y en a encore un tout petit peu, surtout sur les chantiers. On va conclure là maintenant. Comment, en ce qui concerne ADN Construction, donc vous êtes une structure encore jeune, comment on entre en contact avec vous? Vous avez dit que vous alliez mener des actions territoriales, donc des structures comme Novabuild. Quel type de partenariat vous imaginez? Une façon plus globale en termes de gouvernance, comment les uns et les autres peuvent s'impliquer pour faire avancer ce projet collectivement? On l'a bien compris, c'est un des intérêts que la loi ne nous impose pas pour le moment le BIM, c'est que en fait, les professionnels doivent s'en saisir, et c'est ce qu'ils ont commencé à faire dans des structures comme les vôtres. Oui, juste une minute sur l'obligation. Effectivement, il y a eu un débat. Alors, il y a eu un débat déjà au PTNB, au début du PTNB, si oui ou non il fallait prendre le pli d'obliger l'usage du BIM en France. Donc les organisations professionnelles ont dit non à ça. Il était trop tôt, la maturité de la filière n'était pas là. La même question est revenue quand Julien de Normandie est arrivé ministre. Même réponse, toujours trop tôt. Donc il n'y aura pas d'obligation du BIM avant au moins 2022. On verra après avec l'équipe suivante. Mais pour l'instant, non. Je profite aussi parce qu'il parle des zones blanches. On a eu des discussions avec Julien de Normandie là-dessus, qui a pris des engagements. Donc logiquement, en 2020, je crois, parce qu'il a repoussé, en 2020 ou en 2021, il n'y aura plus de zones blanches en France. Donc on espère qu'effectivement sur les chantiers, ce soit voilà, sur l'organisation, vous l'avez vu, les 7 actions, en fait, on a voulu afficher un peu que la filière se prenait en main. Donc chaque action va être pilotée en fait, par une organisation professionnelle qui aura un mandat ADN Construction, donc qui sera plus sous son mandat organisation professionnelle, mais c'est un acteur du terrain ou un représentant de cet acteur-là qui conduira l'action et qui la fera à la main de la filière, quoi. Et donc il a des engagements, il devra associer toutes les parties prenantes, il devra s'assurer du consensus, etc. Donc il y a un certain nombre de règles. Tout ça, je vous le dévoile, normalement tout ça, ça va être OK jeudi. Et voilà, c'est comme ça qu'on attaque cette transition. Merci beaucoup. Si vous voulez bien applaudir nos deux intervenants.